Salut à tous, bienvenue sur Révolution énergétique. Aujourd'hui, on découvre un restaurant solaire. Ici, pas de gaz ni électricité pour cuisiner et uniquement ce rayon super puissant qui provient du soleil. On est en train de voir ici une traduction de la puissance de ce rayon qui enflamme instantanément le bout de bois. Allez, c'est parti! Nous sommes dans les quartiers nord de Marseille, au Présage. C'est l'unique restaurant solaire d'Europe et il est ouvert depuis 2015 et chaque année il sert plusieurs milliers de plats cuisinés naturellement entièrement au soleil. Et je suis avec Pierre-André Aubert qui est ingénieur cuisinier et fondateur du Présage. Bonjour et merci de nous accueillir Salut, ici. Bienvenue au Présage. Et merci beaucoup. On voit donc plusieurs installations. Est-ce que vous pouvez nous faire un premier tour du propriétaire, découvrir, comprendre comment ça fonctionne? Oui, avec plaisir. Alors, on voit la première installation, la principale, celle qui est derrière la cuisine, c'est un grand miroir. Et c'est celle qui en fait propulse le fourneau de cuisine solaire que nous avons développé et que nous avons amélioré depuis 2015. Et nos premiers petits tests, c'était très roots, même un peu pirate à l'époque. Et puis, on s'est professionnalisé. Et puis aujourd'hui, on a une vraie guinguette. Et demain, on va avoir un vrai restaurant en dur. Donc voilà, alors ce miroir, on va passer derrière un peu pour regarder. On va aller jeter un œil à ce miroir qui est la pièce maîtresse. Du coup. Exactement, c'est celle qu'on a développée en interne. Donc voilà, ce miroir, lui, il concentre la lumière à l'intérieur du fourneau. On va passer derrière, je vais vous montrer comment ça marche. Allez, c'est parti. Et en fait, ça, je vous le raconte déjà là, et en fait, ça rentre à l'intérieur du fourneau, ça renvoie vers le haut et ça chauffe une plaque en fonte. Et on cuisine en fait sur la plaque. Donc au centre de la plaque, on a un feu très fort à 450 degrés. Donc c'est là où on fait revenir ce qu'on a envie. Et puis ensuite, on déplace les casseroles sur le côté de la plaque pour avoir l'ensemble des températures, pour laisser mijoter sur le coin. C'est une sorte de grosse plancha. Ça s'appelle une plaque coup de feu dans le métier. Donc voilà, c'est vraiment un truc classique, à part que c'est souvent un brûleur à gaz qui est sous la plaque. Mais c'est un truc qu'on a. Moi, j'ai fait mes classes dans ce restaurant gastronomique où on avait une plaque coup de feu comme ça, à gaz évidemment. Et c'est un peu un outil hyper agréable parce que justement, on a juste à déplacer les casseroles pour avoir la bonne température. Et donc, c'est ce qu'on a essayé, nous, de reproduire, sauf que on y met du soleil à l'intérieur. On va aller voir le fonctionnement plus précis de la parabole. Allez, avec plaisir, venez. Donc, là, on passe derrière la cuisine. On voit un petit peu là le miroir en question. Alors, je vais un peu le tourner pour vous montrer. Vous voyez là, alors on a quelques petits passages nuageux, donc on voit pas tant que ça, mais vous voyez, le miroir tourne. Ça permet de concentrer en fait toute la lumière qui rentre là-dedans. C'est renvoyé directement dans ce miroir secondaire. Et là, c'est là où ça envoie à peu près vers le haut pour pouvoir envoyer. Alors là, on va avoir peut-être une petite sortie de J'ai failli passer la caméra devant le faisceau, vous m'avez retenu là. Ouais, voilà, parce qu'en fait, alors tu vas voir, c'est quand même extrêmement puissant parce que là, l'équivalent de la concentration solaire, c'est 50 fois, on va dire, le soleil. Donc évidemment, c'est très très fort. On voit le bout de bois qui sert un petit peu de faire la démo. Il a l'habitude de faire la démo. Il a souffert. Et en fait, ça s'enflamme instantanément. C'est-à-dire que dans la zone de ce miroir secondaire, au point focal, comme on dit, on va atteindre 600-700 degrés. Il faut suivre là le bout de bois. Donc plus c'est concentré, plus c'est puissant. Puis plus c'est puissant, plus ça chauffe. Jusqu'à un endroit où en fait c'est tellement chaud que ça s'enflamme instantanément. Et le rayon, on a du mal à le regarder directement avec les yeux parce que c'est... Ok, c'est impressionnant. À l'arrière de cette grande parabole, il y a un dispositif assez surprenant, on dirait une horloge de grand-mère au final, c'est le principe. C'est exactement ça en fait. C'est un système d'horloge de grand-mère avec un pendule, un contrepoids derrière. Le contrepoids, c'est la bouteille de gaz. Voilà, exactement. Comme ça, je peux dire que ça marche au gaz. Voilà, mauvaise blague. Mais l'idée, c'est que ça marche aussi à la fonte. C'est juste un contrepoids qui permet de le remonter le matin. Et en fait, ensuite, le pendule va se mettre à osciller à une fréquence donnée qui a été calculée pour pouvoir laisser la parabole en fait tourner au rythme de rotation de la Terre. Ce qui fait que on va continuer à focaliser la lumière tout le temps dans le fourneau. Et ce qui permet du coup en cuisine de ne plus avoir à se focaliser que sur les recettes et non pas sur le système finalement qui est derrière. Aujourd'hui, on a utilisé ce système qui était le système originel monté là-dessus depuis 5 ans déjà. Donc ça marche relativement bien et surtout c'est robuste. Alors parfois, des fois, oui, il y a un peu de vent, il y a un peu de trucs, des fois ça s'arrête.
parce que c'est un pendule de grand-mère, des fois ça s'arrête. Il faut le remonter, je suppose. Voilà, il faut le remonter ou faut le guinçailler un petit peu et ça repart. Alors du coup, c'est pour ça qu'on voit que parfois, on teste la solidité de notre peinture. On voit que la peinture n'est pas très très solide par rapport à la puissance de... Ça, c'est les UV qui font ça, clairement. Ça, c'est clairement le rayon concentré. Donc, c'est les UV et les infrarouges et en fait tout le spectre lumineux qui est concentré, comme on va pouvoir le voir là, et qui du coup brûle en fait parce qu'on monte à 300-400 degrés, même plus que ça. Ici, on va monter dans les 500-600 degrés. Donc, en fait, c'est extrêmement puissant. On a prévu de évidemment mettre un système avec un petit moteur, voilà, c'est en route, on a le dernier réglage à faire. L'intérêt évidemment, c'est d'avoir un petit peu plus de fonctionnalité. La contrepartie, c'est que ça, c'est vraiment un système très low-tech, donc en termes de maintenance ou de réparabilité, c'est très facile. Sur l'électronique, s'il y a un composant qui casse, s'il y a quelque chose, il faut pouvoir racheter ce composant. Aujourd'hui, la crise étant passée, c'est plus disponible. Mais voilà, c'est aussi intéressant parce qu'on va pouvoir avoir des fonctions aussi de mise en sécurité, notamment dans le grand restaurant pour pouvoir avoir, vous savez, ce bouton rouge là où il y a tout qui est arrêté dans la cuisine, où on met en route la hotte et tout. Il va falloir qu'on ait aussi ce bouton rouge là, ça défocalise les paraboles. Donc c'est notamment grâce à une motorisation qu'on va pouvoir le faire. Quand il y a du soleil, ça fonctionne même en plein hiver. La difficulté, c'est de plutôt accueillir nos convives et forcément en plein hiver, c'est moins confortable, surtout en plein air, de s'installer pour pouvoir manger quelque chose. Donc c'est plutôt nous qui avons testé et on a vu que on cuisinait facilement jusqu'au 10 décembre, je crois, le plus long on est allé. Mais que voilà, économiquement, c'était plus pertinent de fermer la version guinguette en tout cas pour l'hiver, alors que la version restaurant pourra fonctionner sans problème. La question que beaucoup de gens se posent, c'est comment vous faites évidemment quand il n'y a pas de soleil, même en plein été. Bon, là, on n'est pas encore en été, on est au printemps, mais on a un gros cumulonimbus qui est en train de se développer. Ouais, là, les derniers jours, on a eu beaucoup de chaleur et beaucoup de pluie. Donc, du coup, il y a un phénomène un petit peu qui fait que le matin, on a plein de soleil, donc on peut cuisiner. Et là, c'est ce qui s'est passé. On a cuisiné toute la matinée, donc on est prêt à midi pour servir. Le fourneau, il est encore chaud et tout. L'après-midi, il y a un petit peu de nuages, tant pis, c'est pas grave. Et comment vous fonctionnez du coup dans ce cas-là ? Alors, il y a plusieurs réponses. Il y a la réponse déjà, à Marseille, il pleut jamais vraiment. Donc, quand il pleut, en fait, les Marseillais, ils ont peur de fondre. Donc ils sortent pas, ils ont l'impression que dès qu'ils vont toucher la pluie, ils vont fondre. Donc finalement, un resto, il marche, même n'importe lequel. La ville s'arrête, on ferme les écoles. Enfin voilà, je suis Marseillais, donc je sais de quoi je parle. Et par contre, c'est des jours justement où il y a un peu des nuages, où ce système ne va pas fonctionner. Et dans ce cas-là, on est obligé d'avoir une autre source d'énergie. Alors dans le passé, on en a eu une qu'on souhaiterait bien avoir dans le futur aussi. C'est du biogaz, je vous en reparlerai juste après. Mais là actuellement, comme on ne l'a pas remis en route, ce biogaz, on utilise tout simplement une petite plaque électrique. Donc voilà, on fait à minima, on a de quoi cuisiner un tout petit peu pour les besoins si jamais on s'est raté, qu'on n'a pas préparé en avance, parce que c'est un peu le jeu aussi de jouer avec la météo. Donc des fois, on va cuisiner un petit peu plus pour être prêt le jour suivant si jamais il y a la météo qui n'est pas trop avec nous. Donc ça reste bas carbone, mine de rien, vous êtes alimenté totalement. à partir du réseau électrique français. Oui, réseau électrique. En fait, on a besoin pour les frigos, parce que clairement, on n'a pas visé l'autonomie. Nous, on vise à révéler l'abondance. Moi, j'aime bien dire ça, l'abondance, elle est là. Il y a des plantes sauvages, il y a un petit peu de tout. Il y a aussi de l'énergie qui est disponible localement. Donc autant la révéler, faire en sorte de travailler avec. Et puis s'il y a besoin, on tire un petit peu sur le réseau. Et pour les frigos, typiquement, on a de l'électricité. Parce que tout dimensionné, avec des photovoltaïques, des batteries, des machins, au final, c'est pas pertinent. Ici, on est dans un endroit où on reçoit les gens, où on fait venir des gens. Si on se retrouvait au milieu des calanques, dans un site isolé, là, ok, ça devient peut-être un petit peu plus pertinent. Mais là, ce n'est pas l'objectif. Donc, on est relié au réseau. Et si besoin, on va le faire. On imagine que pour le futur restaurant, avec le peu de photovoltaïque qu'on aura, on va être quasiment à l'équilibre à l'année. On va rentrer dans le conteneur, du coup, qui est le conteneur maritime qui a été adapté en cuisine. En cuisine solaire, des conteneurs maritimes adaptés en cuisine, il y en a plein. Oui. Dites, on peut faire un petit coucou en cuisine ? Ça vous va là ? On peut rentrer, montrer un petit peu la plaque ? Allez. C'est parti. Donc là, je vous présente Josepha et Clément. Enchanté, merci. Donc là, en fait, on a mis un petit peu de riz à réchauffer, c'est bien ça ? Voilà. Et donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que là, vraiment, cette zone ici, c'est la zone qui est très chaude. Et voilà, c'est encore chaud. Alors que, c'est ce qu'on disait, qu'il y a un petit peu de comment ça s'appelle ? De l'inertie ? De l'inertie là-dedans. Donc là, on va avoir du coup la zone très chaude où on peut cuisiner fort. Et après, on va déplacer sur les côtés
pour avoir les autres températures. On va pouvoir laisser mijoter sur le bord et ainsi de suite. Donc Là, on va c'est de la passer. fonte, hein, le matériau. Ça, c'est de la fonte, ouais. Ok. Et là, c'est l'épaisseur qu'on voit, donc on a à peu près 3 cm. Ouais, 2 cm là, on a. 2 cm, ok. Et là, du coup, c'est la version qu'on a développée nous. Et on travaille avec un fabricant de fourneaux traditionnels, pour le coup, pour les versions du grand restaurant. Et donc, on va avoir un fourneau adapté avec aussi le savoir, les connaissances de ce fabricant-là. Donc voilà, j'ai très hâte de voir la suite, quoi. Et au final, cette plancha, c'est aussi un moyen de stockage thermique, un petit peu. Oui, c'est un petit peu, oui. À court terme, on va dire. Ouais, on va avoir 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures des fois, quand vraiment elle est très très chaude, avant que ça redescende de température. Donc ce qui est intéressant, c'est que par exemple le soir, on se dit, pareil, tu ne peux pas cuisiner le soir. Presque, mais un petit peu quand même. C'est-à-dire qu'on peut cuisiner toute l'après-midi, faire plein de préparations. Et certaines préparations, on peut les laisser sur le fourneau. Et donc on va avoir comme ça des préparations qui restent chaudes jusqu'à 20h30, 21h des fois. D'accord. Alors, surtout en été où on a du soleil un peu plus tard dans la journée. Et ce qui nous permet du coup de recevoir en fin de journée à l'heure un peu apéro dégustation, quoi. Et c'est ce qu'on va faire aussi dans le grand restaurant. On va avoir un service du soir qui n'est pas à proprement parler un service du soir classique à la carte, mais un service où à partir de 18h, on pourra venir grignoter, boire un coup, manger, et on aura préparé pas mal de choses comme ça. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la température là, au centre de la plaque? Là, ça fait quoi? 1 heure qu'il n'y a plus de soleil, hein, que le soleil est occulté? Là, ouais, je dirais peut-être un petit peu plus. Là, on va être, je peux pas laisser ma main, donc on va passer les 70 degrés, 80 degrés, je dirais. Ok. Donc ça reste encore chaud. Et plus me dit Clément là. Ok. Et voilà, en fait, quand c'est vraiment chaud, on est à 450 degrés, donc c'est. 450 degrés, c'est une température extrêmement élevée pour de la cuisine. Alors pas tant que ça, parce qu'en fait, quand on réfléchit, si on est sur un feu nu, Oui. donc un feu nu, Le feu à gaz. feu à gaz par exemple, on va être à 900 degrés. La flamme Ah oui. est à 900 degrés. Ah oui, d'accord. Donc non, c'est pas délirant en soi. On peut quand même réussir à brûler pas mal de choses à partir de 500 degrés. Et c'est plutôt la nécessité d'avoir quelque chose qui permet aussi de cuisiner des quantités. C'est-à-dire que forcément, on va avoir un peu de puissance, c'est pas que la température. Parce que finalement, on pourrait avoir une très haute température, mais dans une toute petite zone de l'espace. Et finalement, on va pas cuire grand-chose. Donc, je vous prends l'exemple un peu absurde, mais si on concentrait énormément dans la taille d'une pièce, par exemple, on va pouvoir monter à plusieurs milliers de degrés. Ah oui. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec un petit truc comme ça à 1000 degrés? C'est mieux d'avoir quelque chose comme ça à 500 degrés. On peut cuisiner plus facilement. Et juste pour avoir une idée de ce que vous servez là cette semaine ou aujourd'hui, ça change, la carte change toutes les semaines ou tous les mois? Ouais, on change un petit peu avec les produits et les envies. Là, on a volontairement fait une version cette année plutôt snacking. Donc on va avoir différents sandwichs, végétariens, non végétariens. On va aussi avoir des bols et quelques desserts qu'on a préparés. On a fait ça pour laisser la place au chantier. Du coup, on s'est rapproché du bord du terrain pour être vraiment cette formule-là et laisser le démarrage du chantier derrière. Et l'année dernière, par exemple, on faisait beaucoup plus un service un petit peu plus classique avec des entrées, plats, desserts, cartes volontairement courtes. On a même volontairement testé des menus gastronomiques. On avait le samedi midi, on faisait un menu gastronomique. C'est quoi 5 plats? Amuse-bouche, c'était quoi 4-5 plats? 5 à 7. 5 à 7 assiettes. Voilà, 5 à 7 assiettes. Ouais, donc c'était pour montrer que c'est tout à fait faisable et qu'on peut avoir ce service-là, même si c'était plus pour montrer que c'était possible plutôt que l'objectif affiché parce qu'on était dans un champ et que voilà, c'était décalé quoi qu'il arrive. Mais voilà, c'est possible que dans le futur restaurant, on ait aussi à certains moments, cette offre plus qualitative, en tout cas digne d'un restaurant normal, quoi, bistronomie. À l'extérieur, je vois d'autres fours solaires. Ouais. C'est pour cuisiner quel genre on d'aliments? y va. Allons-y. Merci, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Là, on a un partenaire qui nous a mis à dispo son four. D'ailleurs, ils arrivent demain. C'est Solar Brothers. D'ailleurs, Ouais. je vous invite à regarder notre essai du petit four solaire pliant de Solar Brothers. Voilà, sur notre chaîne ça YouTube. c'est la version Version Sun Chef Pro. Pro Voilà. collectif et tout ça. Donc c'est ça qu'on utilise aussi pour faire de la cuisine, pour en fait compléter notre outil de cuisson. Là-bas, on a vraiment quelque chose qui est dans des casseroles. Il est prévu qu'on rajoute un four, un de ces quatre, mais là, on a une version four. Et donc, comme tu peux le voir ici, hop là, je l'ouvre et en fait, à l'intérieur, j'ai un C'est le four. foyer.
Voilà, donc pareil, Oui, c'est chaud. Là, c'est toujours en train de cuire. Hop. Ah, tu vois, je me suis brûlé. Donc, je vais le laisser à l'intérieur. Qu'est-ce que vous faites cuire en général là-dedans? Là, en fait, on va faire cuire. Là, en ce moment, on fait cuire patates, oignons, tout ça pour pouvoir faire une tortilla. Donc, on cuit une tortilla au four qui va ensuite dans les sandwichs et les assiettes. On a également cuit des travers de porc, des poulets entiers. Voilà, un petit peu tout ce que tu peux cuire en fait dans un four. Alors, On peut faire de la pâtisserie, de la boulangerie par exemple? alors, on peut. Boulangerie, c'est quand même toujours un petit peu plus compliqué, entre guillemets, mais c'est tout à fait faisable. On a déjà cuit des pains à l'intérieur, puisqu'on va monter dans les alentours de 200 degrés en plein soleil. Et donc, pâtisserie, ça demande un petit peu plus de finesse, mais on fait aussi des biscuits, des choses comme ça. Le truc particulier, c'est que c'est incurvé. Donc, on cuit en fait dans des plats cylindriques. Donc, ça, on s'adapte et on joue avec. Et en fait, c'est vraiment intéressant parce qu'on va avoir des cuissons qui gardent une certaine jutosité. On va pas dessécher les aliments. Donc et puis on monte à 180-200 assez rapidement, donc c'est relativement classique quoi, au final. Et donc juste derrière le restaurant, la guinguette actuelle, hein, le conteneur, eh bien, vous allez construire, vous l'avez évoqué plusieurs fois au cours de cette vidéo, Oui. un restaurant en dur, un restaurant définitif. On voit le terrain derrière sur lequel il va prendre place. Un peu une friche là, c'est un peu difficile de se l'imaginer, hein. Mais l'idée c'était de faire un petit bâtiment bioclimatique, le plus intelligent possible, le plus écolo possible aussi, hein. Mais c'est surtout c'est pas la dimension écolo, c'est surtout la dimension intelligence et optimiser toutes les fonctions du bâtiment. Donc voilà, quand on dit bioclimatique, ça veut dire que il est orienté de telle manière qu'il prend le soleil l'hiver, mais il en est protégé par une casquette l'été. Il y a différents systèmes qui font que on va essayer d'être le plus efficace possible au final. Donc c'est du bon sens entre autres. Mais ça demande pas mal d'intelligence, le bon sens, parfois. Donc voilà, on va avoir un bâtiment là, de 250 mètres carrés avec l'entrée sur le côté, les réserves, une petite zone de bureau, puis une grande baie vitrée. Alors c'est plus qu'une baie vitrée, puisque c'est vraiment une façade vitrée qui va abriter une première salle. Et derrière, la cuisine qui sera totalement ouverte. Donc on va pouvoir vraiment avoir la vision de cette cuisine-là avec le fourneau, puisqu'on aura 2 paraboles. Les fourneaux derrière, et pareil que dans la guinguette, les paraboles seront aussi grandes que celle-ci? Plus grandes que celle-là. Plus grandes, d'accord. Ouais, elles sont un petit peu plus grandes, et donc voilà, elles sont designées pour ce bâtiment-là. Et ensuite, on aura une deuxième salle de restaurant, plus classique, on va dire, et une terrasse à côté. Là devant, du coup, il y aura une partie jardin. L'idée, c'est de pouvoir faire dialoguer le jardin et le restaurant, puisque c'est un petit peu ça l'idée, c'est un peu cette idée de permaculture, mais vu à l'échelle d'un restaurant où on va essayer de produire une partie des besoins du restaurant. Alors on ne va pas tout produire sur site, hein, il n'y a que 2500 m² de terrain, donc c'est relativement petit, mais on va planter 60-70 arbres fruitiers, on va avoir beaucoup de petits biotopes différents où il y en a qui seront plus humides, un petit peu plus exposés, un peu plus à l'ombre, qui vont nous permettre d'avoir différents types d'aromates, de plantes, d'arbres fruitiers, d'arbustes et un petit peu de maraîchage aussi, mais voilà, c'est peu entre guillemets hein, par rapport aux besoins du restaurant. On estime quand le jardin sera mature, donc entre 3 et 5 ans, on aura jusqu'à 1/4 de nos besoins qui seront couverts par le jardin ici. On aura quelle capacité de couverts? Une soixantaine de couverts. Okay. Voilà. Avec un fonctionnement à l'année, même en hiver. Hein. Ouais. On a bon espoir d'être prêt pour le printemps 2024. Quoi. Ah oui, donc c'est dans pas longtemps. Et ouais. Et le projet, pour qu'il aboutisse, il a fallu combien de temps là, entre la première idée et... La première idée, c'est il y a une dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années, moi, j'ai fait mes classes de cuisine. J'ai trop envie de travailler avec des produits sauvages et tout comestibles, par exemple. Ça, c'est le luxe qu'on a oublié. Nous, on aimerait bien redéfinir le luxe, mais voilà. Si on le cherche un peu là dans cette friche, par exemple, on tombe sur cette fleur là, magnifique. Et ça, en fait, c'est du poireau des vignes, du poireau sauvage, de l'ail, en fait. Et je te laisse goûter, hein. Tu vas voir, c'est extrêmement puissant. Ça se mange comme ça se croque? Ouais, ça se croque comme ça là. Ok. Tu peux le mâcher un peu. C'est sucré au début et après ça devient très piquant. Ça rappelle vraiment l'ail. C'est de l'ail sauvage en fait. Incroyable. C'est une forme d'ail sauvage. Et ça pousse partout, n'importe comment. Sur des friches et tout. Il faut avoir l'œil, il faut regarder. Il y en a un peu là, il y en a un peu là. Alors, nous, ça fait déjà quelques années, 3e saison qu'on est sur le terrain, donc on a un peu identifié. Il y a de la roquette, il y a des chrysanthèmes. Moi j'adore les plantes sauvages comestibles. Je travaille d'ailleurs dans une école de cuisine végétale où je forme les gens à ça, entre autres, et à la fermentation.
Et donc c'est un régal de se dire toutes les mauves, toutes les fleurs, c'est des mauves, ça se mange. Là, c'est des blettes sauvages qui sont blettes maritimes qui sont en fleurs. Là, il n'y a rien qui est semé, là. Non, c'est Ok. du sauvage là. C'est vraiment spontané. Là, tout ce qu'on voit ici, qu'on a l'air c'est la mauvaise herbe là, c'est très beau aussi. C'est des chicorées en fait. Donc Ok. historiquement, on a torréfié les racines pour en faire la chicorée dont on connaît quoi. Ok. Il y a plein de choses ici à grignoter et on aime bien en rajouter aussi. Et je vous disais ça parce que j'étais à un moment de ma vie professionnelle où après avoir changé de métier d'ingénieur à cuisinier, j'avais pas mal bourlingué et fait de mes classes en cuisine. Et je me suis dit, tiens, j'aimerais bien continuer à travailler avec du local et du saison, évidemment des produits locaux, parfois sauvages, parce que ça me paraissait être le plus juste, et puis le plus luxueux au final. Avoir de l'ail sauvage et pouvoir le prendre, le mettre dans son assiette, c'est hyper luxueux, je trouve. Et je me suis posé la question, comment on fait est-ce qu'on peut pas avoir de l'énergie locale aussi? Et bon, à Marseille, comme j'aime bien le dire, il y a 400 jours de soleil par an, sauf un peu aujourd'hui, mais c'est en train de ressortir là. Et donc je me suis dit, pourquoi pas utiliser l'énergie solaire pour propulser la cuisine, quoi. Et en fait, à l'époque, c'était il y a une dizaine d'années, il n'existait pas de fourneaux de cuisine professionnelle. Il existait des petits cuiseurs, des fourboîtes, des trucs comme ça, un petit peu inventés par plein de gens, mais rien de convaincant pour avoir un usage professionnel. Et c'est là où j'ai réuni un collectif autour de moi, designers, artistes, constructeurs, ferronnières d'art, pour commencer à expérimenter. Et puis on a vu que c'était techniquement faisable, on a commencé à essayer, ça a marchouillé, puis on en a refait d'autres, puis ça marche, et ainsi de suite. Et à faire une première expérimentation, ça c'était 2016, 2017. Puis se structurer, être une entreprise. Puis voilà, là ça fait quasiment un peu moins de 10 ans qu'on a commencé. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a 10 ans, quand j'en parlais, je disais « non mais là, voilà, je vais faire un restaurant solaire dans 2-3 ans maximum. Ça existe, c'est en place, je suis derrière la cuisine. » Bon, ça fait presque 10 ans. Hein. Et en fait, je regarde en arrière, je me dis « en fait, ça fait que 10 ans. » Parce que depuis une idée un peu folle de dire « allez, viens, on fait un restaurant solaire », à être là, à parler du futur bâtiment, c'est de l'ordre de 2 millions d'euros, hein, le coût du projet entre l'achat du terrain, l'aménagement et tout. Vous avez été aidé d'ailleurs pour ça, pour cet investissement? Oui, bien sûr. On a plusieurs sources de financement. On a à la fois nos fonds propres, nous associés, on est plusieurs associés à s'être lancés là-dedans. On a d'autres associés qui nous ont rejoints en cours de chemin, notamment pour financer ce grand projet. Donc, on a 130 nouveaux associés qui ont mis 250 000 euros. Et on a également des fonds publics. On a surtout la région Sud qui nous a subventionné et qui continue de subventionner au titre des bâtiments durables, parce que ce qu'on crée, c'est des bâtiments durables, donc il y a une ligne là-dedans. Il y a également l'ADEME qui fait partie du coup de cette subvention, et il y a également la métropole, puisqu'on a acheté le terrain à la métropole Aix-Marseille, et qui a également suivi la région avec un petit peu de financement. Donc voilà, on peut le voir, et puis évidemment, nos partenaires financiers bancaires, parce qu'il y a pas mal d'emprunts aussi, et c'est la CEPAC et la NEF qui nous ont suivis dans cette aventure. Merci beaucoup Pierre-André de nous avoir fait découvrir la Guinguette, le seul et unique restaurant solaire d'Europe. Et donc rendez-vous normalement au printemps 2024, c'est ça? Et surtout pour un futur délicieux. Délicieux. À très bientôt. Merci beaucoup. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, laissez un pouce bleu si la vidéo vous a plu. À très bientôt sur Révolution énergétique.